Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour 45 minutes d'évasion. Aujourd'hui dans Invitation Voyage, un jeu de piste dans les rues de Paris. Nous allons traquer les petites phrases chocs de Mystique. Des uppercuts poétiques, sexy et souvent bien sentis, laissés au pochoir par cette pionnière du street art. De la poésie, il y en aura aussi lors de notre voyage en Argentine. Nous vous inviterons dans les montagnes reculées de la Cordillère des Andes, où un chant résonne depuis la venue des Espagnols, c'est la copla. Cet art oratoire ibérique, les peuples andins se le sont appropriés avec leurs tambours pour célébrer la Pachamama. Papy nous conduira ensuite à Oslo pour déguster, ça peut être surprenant, des gaufres. C'est un plaisir que les Norvégiens adorent, elles sont même en forme de cœur ici. En l'occurrence, nos wafleurs, comme on les appelle, nous les garnirons d'un tartare de saumon, norvégien évidemment. Enfin, au Rajasthan, vous verrez comment le pajama, typiquement indien, est devenu le pyjama et a conquis le monde entier de manière inattendue. Mais avant de vous mettre en pyjama, on joue avec la dinette. Au Cameroun s'étend le fleuve Nyong. Dans les années 40, l'administration française va décider d'enfermer toutes les femmes enceintes qui vivent dans la région pendant 45 jours. À votre avis, pour quelle raison? La réponse, ce sera en fin d'émission. Si vous allez à Paris, elle est encore partout Mystique, avec ses pochoirs de vamp sur les murs de la capitale. Pendant plus de 30 ans, elle a bombardé Paris de phrases poétiques, en ayant eu l'idée de les marier à des images de femmes séductrices et puissantes. Sur les talons de Mystique, c'est notre inspiration. J'aime bien les murs un peu vieux, qui sont chargés, qu'on a passé. J'aime bien la pierre. Donc, quand je les trouve beaux, je ne peux pas empêcher d'écrire dessus, quoi. Sur les façades des immeubles et les murs de Paris, des silhouettes de femmes au regard perçant et aux aphorismes incisifs murmurent aux passants. Elles sont nées de la main de Mystique, artiste et figure du street art disparue en 2022, qui marque la ville de son empreinte. Paris, c'était un grand territoire qui s'offrait à elle. Elle pouvait y apposer sa poésie, ses mots, ses dessins. Elle disait que c'était sa plus belle galerie et que c'était le plus grand atelier du monde. Pionnière du mouvement de l'art urbain français dans les années 80, Mystique fait du pochoir son mode d'expression. Elle impose son style effrontément engagé entre critique du système et féminisme dans les quartiers populaires de la capitale. Une œuvre à la fois intime et universelle qui fait vibrer l'asphalte parisien d'une colère douce et appelle à la liberté. Au pied de la butte Montmartre, dans un quartier aux airs de village populaire cabossé mais bien vivant, Mystique voit le jour au milieu des années 50. La jeune fille grandit entre les murs graffités, les escaliers abrupts et les ruelles sinueuses, bercée par l'âme bohème du 18e arrondissement. Nomade de Normandie par ma mère, un peu arabe sur les bords de la Méditerranée par mon père, mon visage s'envisage entre l'Orient et l'Occident. J'ai une tête d'oiseau et je siffle parigot. Mystique, c'était une femme qui revendiquait ses origines populaires. Elle a grandi plutôt à Barbès, dans sa toute petite enfance. C'était à l'image un peu de sa vie, l'ensemble des cultures, voilà, la cuisine, les odeurs, donc un melting pot d'origines diverses. Une enfance bientôt fauchée. À l'âge de 10 ans, celle qui se nomme encore Radia Aounala perd sa mère, son frère et sa grand-mère dans un accident de voiture. Quelques années plus tard, son père disparaît également, la laissant orpheline à 16 ans. Ce drame pose définitivement les bases de la conquête de sa liberté, de son envie de s'émanciper, d'aller à la recherche de son désir et de ne vivre que pour des choses qui ont du sens. C'est un drame initiatique dans sa carrière d'artiste. Porté par l'effervescence artistique du Montmartre de l'époque, celui de Prévert, Brassailles et Boris Vian, celui des cafés qui sentent la fumée et les débats sans fin, qui bruissent de la gouaille railleuse de ses habitants, Mystique découvre la poésie dans une librairie du quartier.
J'aime que la poésie investisse le quotidien ou que le quotidien soit investi de poésie. Prévert avait aussi, pour l'enfant que j'étais, la saveur de la révolte, de l'irrévérence. C'est un choc, c'est un émerveillement, c'est tout d'un coup des mots sur ce qu'elle ressent ou ce qu'on ne comprend pas. Et cette découverte de la poésie va la poursuivre en fait toute sa vie. On dit que c'est la poésie qui va la sauver. Parce que ça va être pendant longtemps la complice de ses états d'âme, de ses souffrances et un soutien. Après avoir obtenu son diplôme d'art appliqué, Mystique part s'installer en Californie. À l'époque, aux États-Unis, c'est l'explosion du hip-hop et le début du graffiti. La jeune femme est happée par cette toute nouvelle culture de rue et découvre notamment la technique du pochoir. Et quand elle revient des États-Unis au début des années 80, elle commence à fréquenter des pochoiristes, le milieu des graffeurs. Et son ambition, c'est donc d'aller, dans un premier temps, déposer de la poésie sur les murs de Paris. Arrive l'idée d'associer à sa poésie des silhouettes de femmes, plus ou moins sensuelles, provocantes. Et donc elle va commencer à mettre un de ses premiers pochoirs, qui s'appelle J'enfile l'armure pour bombarder des moqueurs, où elle va y associer un visuel qui la représente. Personne ne sait que c'est elle, mais en tout cas, elle utilise sa propre image. J'avais vraiment envie qu'on sache que j'étais une fille. Donc Miss, c'est mademoiselle en anglais. Et puis, il y a le jeu de mots mystique, c'est-à-dire le spirituel, auquel j'attache beaucoup d'importance. Forte de ce nom et d'une image hyper féminine, Mystique doit maintenant trouver sa place dans un univers essentiellement masculin. Sur la rive gauche de Paris, autour du quartier latin, dans les rues pavées de Mouffetard et sur les hauteurs de la butte aux Cailles, à l'époque, les murs sont encore vierges de tout art urbain. Mais il règne ici un même esprit frondeur depuis des siècles, dans lequel Mystique se reconnaît. Les quartiers de Mouffetard, la butte aux Cailles, tout ça, c'était une façon de retrouver le Paris village, le Paris des Apaches, le Paris de la commune de Paris, le Paris ouvrier. Selon l'endroit où on intervient, on dit quelque chose de différent. À partir du moment où on intervient dans l'espace public, je pense qu'il y a un engagement, c'était vraiment le cas de Mystique, un engagement poétique qui souvent est très politique de façon sous-jacente. Mystique se laisse emporter par l'élan impulsé par l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, qui galvanise toute une génération d'artistes issus pour la plupart de milieux populaires. Ils s'emparent de la rue pour exprimer leurs idées. Là, d'un seul coup, on s'est dit, mais ce nouveau pouvoir, il a l'air de ne pas être complètement contre le fait que ces contre-cultures deviennent partie intégrante de la culture, avec un grand C. Certains d'entre nous étaient amateurs d'art, sauf qu'on se sentait pas du tout habilité à aller pousser la porte d'une galerie pour leur demander s'ils voulaient bien nous exposer. Et puis c'est aussi que quand on a envie de parler aux gens, le mieux c'est d'aller où sont les gens, et les gens sont dans l'espace public. Mystique fait éclater sur les murs ses bombes textuelles portant la voix du peuple. Elle fait de l'espace public un terrain de résistance, s'inscrivant dans la tradition contestataire des quartiers où elle œuvre, avec une touche qui lui est propre. Elle a toujours pris un espèce de contre-pied, je dirais, de ce qu'on pouvait imaginer de quelqu'un qui fait du graffiti, en arborant ses chapeaux, ses manteaux de fourrure et en étant très parisienne dans son allure. Elle était assez attachée à cette image-là. Incarner la figure de la Parisienne, oui, mais pas n'importe laquelle. Mystique, c'est la Parisienne des faubourgs. Dans le quartier de la Bastille, le faubourg Saint-Antoine se déploie comme un témoin vivant du passé ouvrier de la capitale. Autour de lui, une myriade de petits passages et de cours cachés révèlent encore les traces d'une intense activité artisanale longtemps au cœur de la vie du quartier. C'est ici que Mystique installe son tout premier atelier au début des années 90. Repérée par des galeries d'art, elle passe de l'ombre à la lumière et sa pratique évolue. Elle expose désormais dans des lieux officiels, collabore avec de grandes marques, mais jamais elle ne renonce à la rue, fidèle à son esprit indocile. Ce même esprit qui anime la jeune artiste, la Dactylo.
Je pense que par essence, de créer dans la rue, en outrepassant la loi, c'est par définition un acte engagé, malgré nous, et d'autant plus qu'on est une femme. Parce que voilà, comme on le sait, on est quand même dans un monde assez patriarcal et faut se battre pour légitimiser sa présence, sa place. Donner une autre place à la femme dans la ville. L'image de la femme est déjà là, partout, sur les affiches. Moi, je donne l'image d'une femme particulière, caustique et humoristique. Mystique disait que le sourire et l'humour lui allaient mieux que le désespoir. Et je pense que c'est une façon de dire en fait, qu'elle s'amusait bien quand même à écrire ses aphorismes pour ensuite amuser les passants, mais aussi surtout pour attirer l'attention sur des sujets plus complexes via l'humour. C'est vraiment l'art du bref, surtout dans la rue où les gens n'ont pas le temps de lire un long texte. Et en plus, où ils sont habitués le plus souvent aux images. Donc en fait, faut que le texte, quand même, ça soit rapide, impactant, compréhensible rapidement. Je pense par exemple à son aphorisme qui dit « L'homme est un loup pour l'homme et un relou pour la femme ». C'est très drôle et on comprend en fait ce qu'elle dénonce. Je joue avec l'image de la femme, proie et prédatrice, objet du désir et non sa chose. J'ai la nostalgie des femmes fatales. Mystique, elle donne pas une image de la femme sexuée pour juste donner une image de la femme sexuée. C'est évidemment pour déjouer les stéréotypes qui sont habituellement diffusés dans les médias ou attribués justement au regard masculin. Et à travers ses œuvres, elle donne une voix aux femmes. Et elle donne une image de femmes quand même, je pense, puissantes, complexes et décomplexées aussi. Mais créer dans la rue n'est pas sans risque. Entre les années 80 et 90, Mystique se retrouve une cinquantaine de fois en garde à vue. En juillet 1997, elle est arrêtée en flagrant délit alors qu'elle réalise un pochoir sur un mur du quartier du Marais à Paris. Les propriétaires de la façade portent plainte. La justice la condamne à verser 20 000 francs de dommages et intérêts. Je l'ai vécu comme une remise en question de ma pratique dans la rue. Comment continuer à œuvrer dans la cité sans les risques policiers et juridiques en demandant les autorisations? Dans les années 2000 et encore aujourd'hui, le 20e arrondissement de Paris vibre d'un mélange unique. Le brassage culturel des marchés colorés, des enseignes cosmopolites et des langues qui se croisent inspirent de nombreux street artistes. Mystique se tourne alors vers les quartiers de Belleville, Père-Lachaise et Ménilmontant pour lancer un nouveau projet artistique. Elle se sentait proche de cette culture et de ce Paris-là. Elle s'est rapprochée de la mairie du 20e et des habitants pour faire des demandes d'autorisation de pouvoir pocher sur des devantures de restaurants, sur des devantures de librairies, et arrêter de se faire arrêter toutes les nuits. En sortant de l'illégalité, elle fait le choix de sortir le musée dans la rue. Et donc, elle va créer un projet qui s'appelle Muséum, avec le jeu de mots de muséum, et de détourner les grandes œuvres, on va dire, des grands maîtres des siècles passés, en réinterprétant la position de la femme au sein de ces œuvres-là. Elles étaient saintes, elles étaient victimes, elles étaient muses aussi, ou modèles pour ces peintres. À coups d'aphorismes cinglants, Mystique donne la parole à ces femmes souvent reléguées au silence par les grands peintres. Mystique, elle a déplacé cet art-là qui n'est pas forcément accessible, les grands musées, le musée d'Orsay, le musée du Louvre qui se trouve au centre de Paris, dans ces quartiers-là populaires du 20e arrondissement où il y a peu, voire pas de musée, et de pouvoir les rendre accessibles aux habitants du 20e. Mystique a gardé une place particulière dans le cœur des Parisiens, nous on s'en rend compte aujourd'hui. Elle disait « je suis parisienne, femme capitale » et on sent qu'elle a marqué Paris de ses tatouages sur les murs, de ses pochoirs. Et aujourd'hui on se rend compte qu'elle touche toutes les générations, c'est-à-dire que des jeunes comme des vieux se souviennent de Mystique, même s'il reste assez peu de pochoirs dans les rues de Paris. Je dessine sur la moisissure, sur la peau du salpêtre. Je souligne les fissures. Regarder les murs, c'est voir au-delà du mur.
Je veux que mes mots fassent du bruit dans les yeux. L'abus de plaisir est excellent pour la santé. Il y a un pochoir de mystique qui dit ça. Eh bien, Thomas Chauvineau a sauté sur l'occasion, évidemment, pour vous parler d'un jouet qui a fait sensation pendant les JO. C'est le clin d'œil. Reproduction miniature, porte-clés, boule à neige, carte postale ancienne, la tour Eiffel se décline sous de nombreuses formes, y compris dans une version olé olé. Un sextoy baptisé non pas la tour Eiffel, mais la tour est folle, dont la courbe des ventes s'est redressée grâce aux JO, passant de 3000 par an en moyenne à 50 000 exemplaires vendus en 2024. Ça fait toujours un souvenir rigolo à embarquer dans sa valise. Rigolo, mais aussi efficace si on en croit les avis des blogueuses utilisatrices qui rivalisent de bons mots pour qualifier l'expérience. L'une se dit « Oh, je suis bien heureuse de m'être fait Paris ». Une autre vante cette manière plus personnelle de voir la capitale et « Oh, c'est Paris qui me visite ». On pourrait même oser un « Paris m'habite ». Cette version de la Dame de Fer n'a ici rien de métallique. Elle est en silicone, touché velours, peut-on lire sur sa notice, waterproof, 10 modes de vibration pour 22 cm, pied compris. On a même pu la voir au cinéma dans le film de Philippe Rebaud et Romane Boringer, L'amour flou. Une vendeuse dans un love shop propose un exemplaire à la comédienne réalisatrice. La tour Eiffel a été inventée en 2012 par un artiste plasticien, Sébastien Léca, de son propre aveu un peu porté sur la chose, qui souhaitait créer un sextoy patriotique. Camembert et béret, de prime abord, ça le faisait moins, la baguette éventuellement, mais la notoriété de la tour Eiffel l'a emporté, qui serait le seul monument ainsi détourné pour une utilisation plus intime. Mais voilà qui ouvre bien des perspectives. On se demande, par exemple, ce qu'il serait possible d'envisager avec le Taj Mahal ou la Statue de la Liberté. Ce n'est qu'une question d'imagination. C'est un moment exceptionnel qu'on va partager ensemble maintenant, puisqu'on va se retrouver dans un carnaval au fin fond de la Cordillère des Andes. Un carnaval où résonne ce qu'on appelle la copla. Dans les vallées Calchaquí du nord-ouest de l'Argentine, les femmes se retrouvent chaque année au moment du carnaval lors d'une journée singulière, le jeudi des marraines, pour célébrer leur terre nourricière, la Pachamama. Elles font résonner leur voix à l'unisson de la copla. Un chant qui les relie à une nature fragile, mais aussi à l'histoire de leurs ancêtres indigènes qui ont survécu à 3 siècles de colonisation espagnole et à la modernité argentine. Avec ses influences mêlées entre rythmes autochtones et poésie ibérique, la copla des Andes est devenue au fil du temps le porte-voix de ces minorités longtemps oubliées de la nation argentine. L'histoire de la copla du nord-ouest argentin est d'abord celle d'une longue résistance, quand les premiers conquistadors espagnols arrivent au milieu du XVIe siècle dans ces montagnes reculées de la Cordillère des Andes. Les vestiges d'une cité sacrée érigée dès le XIe siècle s'accrochent à cette terre aride comme au passé âpre de son peuple préhispanique, les Quilmes, des agriculteurs ingénieux et de redoutables guerriers. C'est un affrontement très dur, très violent qui se termine quand les Espagnols ont le dessus. Ils finissent par vaincre le peuple Quilmes après le siège de leur citadelle, en les affamant et en les assoiffant.
Et pour punir les Quilmes d'avoir été les derniers à se rendre, les Espagnols les mettent au banc. Ils déportent une grande partie d'entre eux en les conduisant de force dans les plaines de Tucumán, de Santa Fe ou encore sur les rives du Rio de la Plata, à Buenos Aires. Malgré tout cela, beaucoup de nos familles ont pu rester ici, après s'être enfuies dans les montagnes alentours. D'autres ont été placés pour travailler sous la coupe des Espagnols. Petit à petit, certains Quilmes sont revenus pour repeupler la vallée. Et c'est de là que nous venons. Les Quilmes, et plus largement les Diaguitas, ethnie majoritaire dans cette région, entretiennent une relation profonde et spirituelle avec la nature. Leur survie et leur prospérité dépendent directement de cette terre qu'ils célèbrent lors de rituels liés au cycle du soleil et de la lune. À l'époque préhispanique, pendant les périodes de récolte, et surtout pendant les cérémonies dédiées aux dieux au début du cycle agricole, la musique devait être toujours présente. Mais cette transmission a été interrompue parce que la langue andine kakan s'est perdue. Les Espagnols ont interdit à nos ancêtres de la parler. Et aussi, nous avons dû dissimuler notre culture inca et nos croyances pour pouvoir survivre et nous adapter à ce nouveau système colonial. En plus de l'épée et du goupillon, les nouveaux maîtres veulent conquérir l'âme des vaincus à coups de poésie, celle qu'on appelle en Espagne la copla. Alors que les Espagnols décident de soumettre les peuples des Andes, ces derniers vont s'emparer de cet art oratoire pour affirmer et perpétuer leur identité. La copla est une structure poétique fixe de 4 vers de 8 pieds, des octosyllabes. En tant que poème lyrique, la copla sert à fixer les récits. Elle permet de conserver une culture orale grâce à sa rythmique facile à mémoriser. Yo soy hija de esta tierra, de la sangre más sufrida, por los Diaguitas Quilmes yo daría hasta mi vida. Le tambour, c'est notre héritage. Un instrument précolombien qui a plus de 500 ans. On en a trouvé des traces dans de nombreux sites archéologiques. Nos grands-mères disent que le son du tambour, c'est le cœur de la Pachamama, et aussi notre propre cœur. Il nous permet de réveiller la Pachamama, et nous aussi en quelque sorte. Et il y a plusieurs rythmes pour cela. Celui des coplas d'hiver, plus triste, comme par exemple le baguala, et puis les coplas plus vivantes, celles qu'on joue pendant le carnaval. Chant libératoire, la copla s'impose peu à peu dans les processions religieuses et les cérémonies rythmées par le calendrier agraire, comme le carnaval, symbole vivant du métissage. En Amérique, les colons trouvent dans les cérémonies et les fêtes des autochtones un espace perméable. Ils mettent en œuvre un principe auquel ils adhèrent. La foi chrétienne vient par l'écoute. Cela consiste à évangéliser par l'intermédiaire de la musique et du chant. Les indigènes adoptent désormais la nouvelle religion catholique et s'emparent de la copla pour raconter leur vie rurale. À la fin de l'été, les éleveurs perpétuent un rituel ancestral, le marquage au fer rouge de leurs troupeaux. Un
face à face entre l'homme et l'animal qui est aussi un moment de célébration pour tout un village, comme ici, à Tafi del Valle. La copla se chante et s'improvise dans une langue directe, imagée, non dénuée d'humour et de sous-entendus amoureux. Ce chant permet aux hommes, mais surtout aux femmes qui en maîtrisent les codes, de s'émanciper au sein de leur communauté. J'ai toujours été femme au foyer. J'ai aussi des animaux, des vaches, des chevaux et des poules. Quand je chante, je me sens bien. Et c'est une manière de faire ce qui me plaît. L'horizon de la copla s'assombrit à la fin du 19e siècle. Elle est menacée d'être réduite au silence par le bruit des machines de la révolution industrielle. Une ville symbolise cet essor, San Miguel de Tucumán, qui a bâti sa richesse sur l'industrie sucrière. À partir de la création de l'État-nation argentin au XIXe siècle, il y a eu un mouvement qui voulait interdire les festivités, réduire leur fréquence et leur durée, parce que cela allait à l'encontre de l'économie capitaliste, productiviste, qui était en plein essor. Ensuite, au XXe siècle, avec la concurrence de la radio et l'apparition du disque, cela a profondément affecté le travail des musiciens qui jouaient durant ces festivités populaires. Dès les années 1940, Tucumán affirme son identité en résistant aux courants musicaux populaires comme le jazz et le tango. La ville devient le berceau d'une génération d'écrivains et de musiciens engagés dans la sauvegarde d'un patrimoine en péril. Bien que Mercedes Sosa soit la voix la plus célèbre de cet héritage musical, une autre figure féminine joue un rôle crucial dans la reconnaissance et la diffusion de la copla, Leda Valladares. Leda Valladares est une collectrice musicale, compositrice et écrivaine remarquable. Elle s'implique beaucoup dans le travail de recherche pour enregistrer les voix des chanteurs de copla avec son magnétophone dans les fêtes de village. Il lui semble que c'est le chant fondamental qui relie l'humain au cosmos, à l'univers. Cette musique ancestrale, elle l'appelle la part sauvage du chant. Las ruinas vacías y le dan ganas de llorar. Le travail de Leda est fondamental pour ouvrir la musique argentine aux musiques ancestrales, aux musiques indigènes. Parce que mettre en lumière la culture des plus pauvres, des oubliés et des laissés pour compte, même si elle ne le définit pas comme tel, c'est intrinsèquement politique. Dans les années 60, les voix d'Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa et d'autres groupes emblématiques portent l'histoire souvent ignorée de leurs racines sur les scènes du monde entier. Ces artistes forment le mouvement du Nuevo Cancionero, littéralement le nouveau répertoire, qui est de toutes les luttes aux côtés des ouvriers et des paysans. Au cœur des vallées Calchaquí et au moment du carnaval, les plus jeunes s'emparent de cette tradition poétique en s'amusant avec les mots, les rythmes et les rimes.
mi tierra, de Amaicha. El puma vive en los montes, el chivo en el corral y el resto de los cornudos con la mano en el celular. Este jueves de comadre hay que vivirlo con alegría, con el sonar de las cajas, veneremos la Pachamama. Con el sonar de las cajas, veneremos la Pachamama. Dans quelques secondes, vous allez sentir une bonne odeur de gaufre. La suite, c'est avec Papille, et c'est en Norvège, à Oslo, qu'on va retrouver Shilan. Comme beaucoup de Norvégiens, les gaufres sont pour elle la quintessence du kous. Le kous, c'est l'art de cultiver les bons moments. Et il se pourrait que vous ayez envie de lui piquer sa recette du bonheur et celle de son tartare de saumon. Nous nous dirigeons vers ma poissonnerie préférée à Oslo. Elle s'appelle le Vulkanfisk et on y trouve du poisson et des fruits de mer frais provenant de toute la Norvège. Bonjour, je voudrais un beau morceau de saumon pour faire un tartare. Le saumon norvégien est naturellement gras. Il est parfait pour le tartare. Vous pouvez utiliser aussi bien le ventre que le dos. Nous avons parmi les meilleurs poissons du monde. Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis. Surtout le saumon, il est de classe mondiale. Super, merci beaucoup, bonne journée. Tu vas devenir une star de la télé. Allez, on est prêt à faire des gaufres. Nous commençons par faire fondre le beurre. Heureusement, je n'ai pas à le peser car il y a des petites marques sur l'emballage. Mais il nous faut 125 g de beurre. Ensuite, nous avons besoin de 2,5 décilitres de farine. Lorsque le beurre est fondu, nous attendons un peu qu'il refroidisse. Ne versez jamais de beurre bouillant dans quoi que ce soit. Votre pâte serait ratée. Et maintenant, nous allons ajouter 3 décilitres d'eau froide. La gaufre est sans doute le plat norvégien le plus traditionnel. C'est super simple. Ça se marie bien avec tout ce qui est sucré ou salé. Voilà, on a mélangé l'eau et la farine. Ensuite, on ajoute une demi-cuillère à café de levure chimique. La gaufre est redevenue très tendance ces dernières années. Tous ces grands chefs, les chefs nordiques, l'ont transformée en quelque chose de super moderne, mais tout en conservant les traditions. C'est la consistance parfaite, super fluide. Et nous allons la laisser reposer au moins 20 minutes. Il est temps de préparer notre fameux tartare. Lorsqu'on cuisine un tartare, on veut garder toutes ces belles couches de gras ici. C'est ce qui donne le goût. On va d'abord simplement enlever la peau. C'est à vous de décider de la taille des morceaux de votre tartare. Je connais beaucoup de monde, surtout en Norvège, qui préfèrent les gros morceaux. Mais cela me fait plus penser à un pokéball. On est plus du côté d'Hawaï que de l'Asie. Mais encore une fois, c'est une préférence personnelle. On ne veut pas forcément de purée, mais des morceaux assez petits pour ne pas avoir besoin de fourchettes et de couteaux. Nourrir les gens fait partie de ma culture. C'est ainsi que j'ai été élevée. De mon point de vue, la nourriture représente fondamentalement l'amour. Plus je grandis, plus il est clair que faire la cuisine est mon langage d'amour. Ça, c'est la taille que je préfère.
C'est vraiment parfait, c'est si bon. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est délicieux. Le gaufrier doit être très chaud. Quand vous pouvez mettre plus de beurre, n'hésitez pas. C'est la meilleure odeur à sentir à la maison quand vous êtes enfant. Et c'est amusant parce que c'est vraiment le souvenir que j'ai de ma grand-mère, debout comme ça dans la cuisine, une fourchette sur la hanche et attendant que les gaufres cuisent. Et elle n'en faisait pas 2, mais une tour entière de 50 gaufres. Ça, c'est un bon son. C'est incroyable. C'est parfait. Tu dis ça parce que c'est ta femme qui a cuisiné? Oui, je suis obligé de dire ça. Non, c'est vraiment parfait. C'est le repas idéal du quotidien. Seules celles qui se couchent avec juste une goutte de parfum ne vont peut-être pas se sentir concernées par la suite de notre voyage. En tout cas, ce soir, en mettant votre pyjama, il se pourrait que vous pensiez à cette histoire inattendue qui se déroule en Inde. Si en Occident, la mode donne parfois l'impression que tout le monde porte la même chose, en Inde, chaque tenue semble unique. Des myriades de couleurs, une variété de blancs, des saris chatoyants. Mais il est un vêtement modeste, presque invisible, qui a discrètement conquis le monde et permis une petite révolution. C'est depuis son échoppe à Jaipur que Sachi Badaiya reprend depuis le début ce petit bout de l'histoire de la mode. Quand les premiers émissaires britanniques découvrent l'Inde, au tournant du XVIIe siècle, ils sont frappés par les élégants drapés des tenues autochtones. À leur arrivée ici, au Rajasthan, qui est un territoire désertique, ils portaient de la laine. Une matière pas du tout adaptée au climat qui règne ici. Très vite, ils se sont donc mis à adopter les tenues locales. Cet habit, tissé en coton, propose un tissu léger, respirant, parfaitement adapté à la chaleur. Quand il fait chaud, on a besoin de vêtements amples et aérés. Depuis des millénaires, ces ensembles de soie ou de coton sont adaptés au climat chaud de l'Orient. Dans cette culture, les hommes le portent au quotidien. Le mot pyjama, si on le découpe, vient de 2 mots hindi. Pae, qui signifie jambe, et jama, qui veut dire vêtement. Donc littéralement, un vêtement pour les jambes. Traditionnellement, c'était un vêtement à taille unique, maintenu par un cordon. Facile à enfiler, il s'adapte à toutes les morphologies. À l'origine, seuls les hommes en portaient, sous leur kurta, leur chemise, parce qu'ils travaillaient dehors. Les femmes, elles, n'avaient pas le droit de porter quoi que ce soit ressemblant à un pantalon. Au XVIIIe siècle, séduits par cette tenue traditionnelle simple et élégante, des marchands anglais l'importent en Grande-Bretagne. Il se fait une petite place dans les foyers de la noblesse. Mais à partir des années 1870, alors que les Indes sont devenues britanniques, ce pantalon de coton léger s'immisce dans les garde-robes britanniques et change de nom. Le pyjama devient désormais pyjama, aussi facile à prononcer qu'à porter. Comme c'est un vêtement très respirant, confortable, on a vite commencé à le porter la nuit. Après une longue journée dans des vêtements de travail contraignants, on voulait quelque chose de léger et facile à enfiler. Le pyjama s'est naturellement imposé comme tenue de nuit. Il désigne alors l'ensemble composé du fameux pantalon large et de sa veste assortie. D'abord vêtement d'intérieur, le pyjama s'invite à l'heure du coucher, en lieu et place des longues chemises qu'utilisent les classes aisées pour se mettre au lit. Les Européens ont ramené le pyjama dans leur pays, et c'est ainsi qu'il a gagné en popularité.
D'abord comme vêtement de nuit, puis avec l'évolution de la mode, il est sorti de la chambre à coucher. Et c'est Coco Chanel qui, sur les podiums, l'a transformé en tenue de soie. Cette matière chic et brillante transforme le destin du pyjama et permet aux femmes d'adopter le pantalon à une époque où ces dernières n'ont théoriquement pas le droit d'en porter. La soie étant un tissu noble, elle a donné au pyjama une nouvelle dimension. Les gens ont commencé à le porter à l'extérieur. Il est devenu synonyme de confort élégant. Facile à accessoiriser, on peut le porter de façon chic ou décontractée. C'est devenu un look à part entière. Et bien sûr, on peut remercier les grandes maisons comme Chanel d'avoir bousculé les codes en transformant un vêtement de nuit en vêtement d'extérieur. Le pyjama se faufile dans le quotidien des Européennes. Dès 1918, Coco Chanel démocratise le modèle de plage qui fait fureur sur la Côte d'Azur, tout comme en Normandie. Elle aurait déclaré « Il y a des femmes qui se souviennent encore de leur premier pyjama avec plus d'émotion que de leur premier baiser ». En libérant le corps des femmes, Coco Chanel abolit certaines des conventions de genre en matière de vêtements. En Inde, les normes autour des genres sont très strictes. Seuls les hommes portaient des pyjamas. Mais pendant la Première Guerre mondiale, il fallait être prêt à fuir à tout moment à cause des bombardements. Les femmes ont alors commencé à en porter elles aussi. Il fallait pouvoir bouger, être à l'aise, sauver sa peau. Les guerres et aussi le simple besoin de dormir confortablement ont transformé la perception du pyjama. Ce n'était plus seulement un vêtement d'homme. Il est devenu unisexe. On le portait la nuit ou en journée. Après les plages, on le retrouve maintenant à la montée des marches, à Cannes. En grandissant, nous avons vu nos pères porter des pyjamas sous leur kurta, de jour comme de nuit. Alors voir aujourd'hui ce vêtement sur les podiums, c'est un sacré bond en avant. C'est même une vraie fierté. Un vêtement né au Rajasthan, ou plus largement en Inde, qui a conquis le monde de la mode. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère, la devinette. Tout à l'heure, je me demandais pourquoi la France avait décidé, dans les années 40, d'enfermer les femmes enceintes qui habitaient l'est du Cameroun. Eh bien, c'était pour lutter contre une épidémie. Dans la région du Honyong, les rives du fleuve sont propices aux maladies. En particulier la maladie du sommeil véhiculée par la mouche tsetse qui touche près de 80% de la population. Pour tenter de l'endiguer, l'administration coloniale donne, en 1939, les pleins pouvoirs à un médecin, le docteur Jean-Joseph David. Sa priorité, c'est de diminuer la mortalité infantile. Il ordonne ainsi l'internement des femmes enceintes 1 mois avant l'accouchement et 15 jours après pour les éduquer à l'hygiène du nouveau-né et pour qu'elles se reposent. Des milliers de femmes suivront ce régime pendant la Seconde Guerre mondiale et la politique autoritaire du docteur David se soldera dans son ensemble par un échec. Et d'ailleurs, il a lui-même fini par quitter le Cameroun sur une civière. Bis bald.